Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine, oui, c'était hier, mais bon réveil, et puis on est toujours en début de semaine. C'est vrai, on vous le dit tous les matins, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nous espérons bien évidemment que vous êtes debout déjà depuis un certain temps et que vous avez trouvé opportun de nous suivre. D'autant plus que monsieur Zabi Frédéric est avec nous. Il est psychothérapeute et éducateur familial. Depuis la semaine dernière, si vous nous suivez, vous devez sûrement savoir que nous parlons de la responsabilité des enfants, un défi pour en faire un homme ou une femme, comment s'y prendre? Et la question cruciale que j'avais posée, c'était enfants et responsabilité paraissait anachronique, paraissait opposé, paraissait inopportun. Et il nous a brillamment démontré le contraire, et qu'il fallait plutôt responsabiliser l'enfant très tôt. Alors, si vous ne l'avez pas suivi, c'est pas grave, parce qu'un bref résumé s'impose. Monsieur Zabi, bonjour. Bonjour madame. Je suis très heureux encore d'être là et d'éclairer un tant soit peu les téléspectateurs. On va très rapidement reprendre pour tous ceux qui n'ont pas pu nous suivre la semaine dernière. Très bien. Les notions de définition. On avait dit que responsabiliser, c'était en fait amener quelqu'un à assumer l'énonciation, la réalisation et même les sanctions qui pouvaient être afférentes à une tâche précise. Donc pour demander à quelqu'un de pouvoir assumer, il faut au préalable l'amener d'abord à pouvoir apprendre. Et donc on avait dit que c'était apparemment c'était une sorte de dichotomie enfance et puis responsabilité, mais on a vu que c'était très important de commencer à responsabiliser l'enfant le plus tôt possible. Parce que si le défi était d'en faire un homme ou une femme mature, il fallait qu'on apprenne à lui donner les moyens de pouvoir s'assumer quand il devient adulte. On a parlé notamment d'un exemple, les tâches ménagères. Voilà. Et ça me dérangeait un peu. Ça me permettait de vous poser des questions, oui. Dans le sens où, généralement, c'est la femme, donc la petite fille qui suit sa mère dans la cuisine, ou bien les nounous pour voir un peu comment ça se passe. Et je me disais que, peut-être pas les petits garçons, vous m'avez expliqué qu'il fallait qu'ils n'étaient pas forcément très tôt emmenés à être en couple, donc il fallait qu'ils soient autonomes. Absolument, absolument. Il faut qu'on prépare à la fois la fillette et le garçonnet à assumer un rôle d'adulte. Et pour ce faire, il faut leur donner déjà, dès le bas âge, la possibilité d'être égaux en droit. Et donc, cette égalité en droit, madame, figurez-vous qu'en Afrique, même en Côte d'Ivoire, ici, ça s'applique déjà. Prenez les communautés comme les Agnis, par exemple. Les petits garçons sont éduqués exactement de la même façon que les fillettes. Les hommes sont à la cuisine en train de piler le foutour, en train de faire la vaisselle et tout ça. Ils apprennent ça dès le bas âge. Je pense que c'est une méthode... Peut-être en culture Agnis, mais il y a beaucoup de cultures où, justement, l'homme à la cuisine a un côté inopportun. Oui, ça c'est lié à certaines pesanteurs culturelles. Parce qu'en Afrique, l'homme, il est le tout-puissant, phallocrate, le tout-puissant. Et donc, on considère que la femme, elle est bonne à la cuisine. Bon, ça, c'est certaines considérations. Mais ces considérations-là sont en train d'être dépassées aujourd'hui. Parce que le contexte est différent. Et donc, aujourd'hui... les choses, comme je le disais, évoluent. Donc, il faut que... Mais dans quelle proportion est-ce que ça devrait se faire? Parce qu'il ne faut pas non plus que la petite fille aille puiser de l'eau assez loin et puis qu'on dise qu'à la télévision, on nous a dit que les enfants devaient travailler, d'autant plus que le travail des enfants est interdit. Donc, dans quelle proportion est-ce qu'on devrait le faire? Oui, il faut tenir compte premièrement de la maturité physiologique de l'enfant avant de lui imposer, de lui conseiller de faire certaines choses. Tenir compte de sa maturité psychologique, de sa constitution biologique. Il faut également que cela se passe sous la surveillance bien évidente des adultes. Ça, c'est aussi une responsabilité des adultes parce que ce sont eux qui sont les encadreurs. S'ils ne sont pas là, les choses peuvent se faire de la façon dont ils ne voulaient pas qu'elles se fassent. Donc, il faut absolument qu'ils soient là, qu'ils encadrent, qu'ils donnent les règles, qu'ils donnent les conditions dans lesquelles ça doit se faire. Évidemment, cela ne doit pas aller en contradiction avec les règles qui régissent la société. Une petite fille et un garçonnet, ils doivent aller à l'école. Donc, on ne va pas les transformer en je sais pas moi, en agriculteur ou en mécanicien au moment où il ne faut pas. D'accord. Voilà. Donc c'est... Mais et quand on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont très graves, madame. Ah bon? Oui, c'est très grave parce que on fera forcément des adultes qui n'arrivent pas à s'assumer. Des adultes qui n'arrivent pas à assumer des rôles. Vous voyez, prenez quelqu'un par exemple qui se rend coupable de détournement quand il est adulte. Ou bien qui ne sait pas gérer son salaire.
Quand vous fouillez dans son enfance, vous verrez que c'est quelqu'un qui n'a pas appris ces choses. Il n'a pas appris. Et donc, le jour où il se retrouve adulte, en train de jouer un rôle qu'il n'a pas appris à jouer, il joue ça comme il peut, avec des erreurs bien évidentes. Donc, pour éviter ces choses, il vaut mieux apprendre aux gens. Le sens, par exemple, du respect de la hiérarchie, ça s'apprend dès le bas âge. On voit certaines communautés ivoiriennes, particulièrement chez les Malinké, quand on mange en groupe, l'enfant, il est obligé d'attendre son tour, de prendre la poignée de riz. Et là, ça lui permet de développer la patience. Ça lui permet également de respecter ses aînés, parce qu'il sait que désormais, il y a une autorité qui est en dehors de celle des parents biologiques. Il y a une autorité qui est là, qui peut être pour nous un relais, un censeur. Donc, il apprend ces choses dès le bas âge. Et ça fait que quand il devient mature, ce qu'il a appris plus tôt à la maison, il rapporte ça au dehors et il continue. D'accord. Alors, on a les tâches domestiques, il faut les initier. Ouais. On a quel autre aspect? On a aussi, il faut les encadrer dans leur rapport avec l'argent. On en avait parlé la semaine dernière. On avait dit, non seulement, premièrement, il faut leur donner des notions de gestion, des notions d'épargne. Il faut leur apprendre à budgétiser leurs différents besoins. Il faut apprendre ces choses-là. Et il faut commencer très tôt à leur confier de l'argent pour qu'ils puissent apprendre à se gérer eux-mêmes. C'est-à-dire, parce que quand vous dites épargner, c'est un aspect des choses. Quand vous dites responsabiliser pour apprendre à se gérer eux-mêmes, c'est leur apprendre à dépenser. Donc, épargner et dépenser, on apprend l'un ou l'autre ou les deux à l'enfant. On doit apprendre premièrement à épargner. Et on doit apprendre également à dépenser dans des proportions normales, dans des proportions qui peuvent être des proportions de sécurité pour la personne elle-même. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une épargne qu'il faut la dilapider, qu'il faut la dépenser à tout vent. Donc, on doit apprendre premièrement à l'enfant à épargner de l'argent. Ça se fait à travers les notions comme la tirelire dont vous avez parlé la semaine dernière. Dès le bas âge, déjà, il faut apprendre à l'enfant à avoir une tirelire, à garder son argent. Et même, il faut lui confier de l'argent qui n'est pas à lui. Cela va développer le sens du respect de la chose. Mais est-ce que très tôt ne se dessine pas déjà la sensibilité de l'enfant? Vous avez 2 enfants à qui vous remettez de l'argent parce qu'on malheureusement on n'avait pas écouté M. Zabi nous expliquer tout cela. Et puis vous allez voir que naturellement il y a un enfant qui va garder son argent sans que vous lui ayez donné de conseils. Et puis l'autre qui sera toujours en train de dire je vais aller à la boutique, je vais acheter ci, maman ou bien papa ou tonton, mon argent peut acheter quoi? Ça peut acheter combien de ceci? Tout de suite se dégage déjà la sensibilité. On ne laisse pas faire. Quand la sensibilité se dégage, c'est une très bonne chose, déjà, d'observer qu'il y a un enfant qui a une tendance à dépenser plus qu'il n'en faut. Et quand cela s'est fait, quand le parent il constate ça, il faut qu'il corrige, il faut qu'il interpelle. Ah non, on peut dépenser, mais voilà comment ça doit se faire. Il faut qu'il lui fixe des objectifs à atteindre avec l'argent. Par exemple, vous pouvez garder votre argent, voilà ce que vous pouvez en faire à tel terme. Donc, il faut que cela s'efface. Donc, si la sensibilité se dégage tout de suite, on a un enfant, par exemple, qui, lui, il est très économe, il est très circonspect avec les choses et tout. Ça, c'est une très bonne chose. On l'encourage dans ce qu'il fait, qui est déjà bien. Et l'autre qui fait des choses qui ne sont pas forcément à notre goût ou bien qui ne sont pas forcément bien, on l'encadre, on le ramène. Est-ce que ce n'est pas une leçon de vie que de le laisser dépenser et réaliser que par rapport à son frère ou à sa sœur qui a épargné, il n'a plus rien et donc il va ressentir une frustration de ne pouvoir s'acheter quelque chose? Est-ce que ce n'est pas une autre manière de lui montrer que dans la vie, chacun récolte ce qu'il a semé? Et que si tu n'as rien, tu n'auras rien demain. C'est peut-être possible, mais une leçon ne doit pas se faire sur le long terme. Une leçon se fait une fois. On peut le laisser gérer la situation, son argent, on le laisse gérer, on le regarde. Il se rend compte qu'il a dépensé tout son argent alors que son frère en a. On lui donne la leçon, on lui explique que ce qu'il a fait, voilà la conséquence. Quand on a fini de lui expliquer, on le rattrape. D'accord. Il ne faut pas le laisser continuer dans la bêtise en griffe. Il ne faut pas le laisser continuer. On le rattrape. Il y a beaucoup de parents qui font cette erreur-là de laisser les enfants. On dit, bon, on va lui donner la leçon. On lui donne la leçon aujourd'hui, on lui donne la leçon demain, on lui donne la leçon après-demain. On finit par en faire quelqu'un qui est complètement raté. La leçon, elle se donne une seule fois. Une seule fois. Mais si l'enfant ne retient pas ou s'il est têtu? Le rôle du parent, c'est de répéter. Même s'il est têtu, il faut répéter. Premièrement, le fait pour un enfant de reprendre une bêtise, c'est une leçon pour le parent. Ça veut dire qu'il faut qu'il revoie lui-même ses méthodes. Quand je donne un message à quelqu'un, le principe, c'est qu'il comprenne le message. S'il ne comprend pas le message, c'est que peut-être que j'ai choisi
des mauvais mots pour exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Peut-être que je n'ai pas choisi la bonne méthode. Peut-être que je n'ai pas choisi le bon moment. Peut-être que je n'ai pas... Il faut revoir sa méthode. Or, il y a beaucoup de parents qui ne se remettent pas en cause. Ils ont toujours le doigt à l'index. Ils ont toujours le doigt pointé vers l'enfant pour dire c'est lui qui est le responsable. Et on ne se remet pas en cause en tant que parent. Donc, ça veut dire qu'il y a une caricature depuis que j'étais petite que je voyais faire. C'était un enfant à qui on dit ne mets pas ton doigt dans la prise. L'enfant, il fait tout. Dès que le parent baisse la vigilance, il cherche à aller mettre le doigt. Et puis un beau jour, on dit, bon, laisse, ça va le secouer une fois. Et après ça, il aura compris. Et puis effectivement, l'enfant il hurle, il se roule par terre. Mais après ça, il ne met plus son doigt. Ça, ce n'est pas des bonnes méthodes. C'est dangereux. Une prise, c'est 220 volts. Ça peut tuer. Donc, si l'enfant, il tient à aller absolument, on va lui montrer. Peut-être qu'il faut lui expliquer que c'est dangereux. Il faut lui expliquer, il ne faut pas se lasser. Parce que si on veut le laisser faire certaines expériences de lui-même, on risque de regretter. Ça peut être avec le couteau, ça peut être 10 000 choses. Avec n'importe quoi. Un accident, c'est très vite arrivé. Et ça arrive au moment où on s'y attend le moins. Très bien. Alors, on a parlé des tâches ménagères. On a également parlé du côté argent. Argent. Il faut, dans un troisième... On va juste annoncer les éléments et puis faire une transition. D'accord. Il faut également laisser encadrer le choix que doit opérer un enfant. D'accord. Ça, c'est un point. Il faut, deuxièmement, discuter librement de la sexualité avec un enfant. C'est un autre point. Et puis, il faut mettre la barre haute à un certain moment. Très bien. On en parle dans quelques secondes et bien évidemment, vous allez rester scotché là.